Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec chaque jeudi une interview et un conseil soft pour développer vos skills en 5 minutes chaque lundi. En 1999, Tony Hesier crée sa start-up de vente de chaussures en ligne Zappos pour la revendre environ 1,2 milliard de dollars en 2009 à Amazon. Lorsqu'on lui demandait d'expliquer ce succès incroyable, Tony Hesier répondait « Le service client ne doit pas être uniquement un service, il doit concerner l'ensemble de l'entreprise ». À noter également que M. Hesier éprouvait une véritable détestation pour les hiérarchies rigides. Et Vigie Sécurité incarne à la perfection cette démarche. Me voici donc, par une très belle matinée du mois de septembre, entrant dans les magnifiques locaux de Vigie Sécurité basés à Mohamedia. À l'accueil, 3 femmes au comptoir avec un sourire qui tout de suite donne le ton. Ici, le client est au centre de tout. Et juste derrière le comptoir, un homme assis à un bureau très simple au téléphone avec un client. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Mohamed Benassem, le fondateur et CEO de Vigie Sécurité, l'entreprise où le mot patron est interdit. Découvrez le parcours d'un chef d'entreprise courageux et déterminé, un stratège en satisfaction client, mais aussi un homme aux émotions rares. Bonne écoute sur le podcast 27. Monsieur Benassem Mohamed, merci de me recevoir dans vos locaux qui sont vraiment impressionnants. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que fait votre société Vigie Sécurité? Vigie Sécurité est une société de distribution des systèmes de détection incendie et alarme anti-intrusion et accessoires. Nous, on a une longue expérience dans l'installation et cette expérience nous a permis d'assister nos clients qui sont des professionnels. Et on est distributeur d'une marque européenne en exclusivité pour le Maroc et pour 14 pays africains. D'accord. Waouh. Et alors, c'est quoi cette marque? C'est le moment de la pub là, hein, parce que on a. La marque, c'est une marque d'origine bulgare. C'est la marque Teletech. Teletech Electronics, c'est un fabricant bulgare qui a 32 ans sur le marché de la sécurité électronique. Et ils ont des systèmes de détection incendie et des systèmes d'alarme anti-intrusion. D'accord. Et vos clients, c'est quoi? C'est des particuliers? Ce sont des entreprises? Non. Nos clients sont uniquement des professionnels dans le domaine. D'accord. Ça veut dire des installateurs, des intégrateurs. D'accord, ok. En fait, vous êtes un grossiste et vous vendez à des personnes. Exactement. D'accord, ok. Exactement. J'imagine qu'il y a beaucoup de concurrence. Ah oui, il y a beaucoup de concurrence et surtout il y a beaucoup de normes à respecter dans le domaine. Et Vigie Sécurité a pu pénétrer le marché grâce à sa disponibilité des produits. Ça veut dire qu'on assure un stock énorme en permanence. Et ça nous aide beaucoup parce que la majorité des clients, ils cherchent des produits. À la dernière minute, ils ne trouvent pas chez les autres concurrents, alors ils viendront chez nous pour prendre leurs marchandises. Et en fait, ça, c'est une des formes les plus importantes de l'agilité, c'est-à-dire être focus client, chercher à absolument satisfaire. Ça doit demander du cash, ça, d'avoir un gros stock. Ça va demander du cash, mais ce qui nous aide, ce qui nous a permis d'être à la hauteur dans cette action, c'est que nous, on est des ex-installateurs. On était sur les chantiers pendant à peu près 26 ans, 28 ans sur les chantiers. Donc, on connaît très bien les coulisses des chantiers. Donc, l'installateur, quand il vient chez nous, on a déjà préparé on a déjà enlevé tous les bavures sur le... Je ne sais pas comment vous expliquer. On lui a déjà préparé
tous les accessoires qu'il a besoin. Ça veut dire. En fait, vous avez déjà été votre client cible. Exactement. Donc, vous ne mettez même pas à sa place. Vous l'avez déjà été. Voilà. Et vous cherchez, vous savez exactement ce qu'il attend. D'accord. Et surtout, on ne vend pas uniquement un produit. On vend un produit et une assistante technique avec, et un savoir-faire et un conseil. Ce n'est pas le but de vendre uniquement le produit comme ça dans un carton. Ouais. Non. C'est l'assistante, c'est le suivi, c'est la formation qui nous a aidés à pénétrer le marché. Et le sérieux, le ma'qoul. Mais bien sûr, le ma'qoul, s'il n'y a pas ma'qoul, il n'y a rien. Ouais, tu ne peux pas avancer dans la vie. C'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir, c'est ça. Bien sûr. Et alhamdoulilah, on n'a pas de commerciaux. Nos commerciaux sont notre réputation sur le marché. Et tout le monde connaît Vigicécurité. On n'a pas de commerciaux. On réalise un chiffre d'affaires correct sans aucun commercial. Uniquement avec des appels entrants. Exactement. Alhamdoulilah. Jamais on frappe à la porte d'un client. Jamais. Ouais. Et c'est la réputation qui est notre meilleur client. C'est le bouche à oreille, comme on dit au Maroc. Et alors, comment vous expliquez que cette réputation, c'est quoi, par exemple, je ne sais pas moi, les 3 ingrédients, les 3 choses indispensables pour faire en sorte que justement, ça soit votre réputation qui soit votre commercial? Par exemple, quand on reçoit un client, on essaie d'être au maximum à sa disposition, à son conseil, et en essayant de le satisfaire à 100%. Quand on satisfait un client qui est satisfait et très satisfait, vous ramène 2. D'accord. Et les 2 vous ramènent encore 2. Et la chaîne continue comme ça, tourner comme ça. Et puis, il y a aussi la qualité des produits, j'imagine. Mais bien sûr, tous nos produits sont fabriqués en Europe. Et le meilleur rapport qualité-prix pour les produits Utilitech nous a permis d'être bien positionnés sur le marché. Donc, vous ne faites pas des marges énormes, mais vous vendez beaucoup. Non, je ne vous cache pas, madame, on fait des marges correctes, mais l'essentiel, c'est qu'on assure un stock en permanence. C'est le plus important. C'est ça la différence par rapport aux autres concurrents sur le marché. On a un stock permanent pour toute la gamme. On a 450 articles que nous commercialisons et sont toujours en stock. Et alors votre équipe, comment vous lui avez fait passer cette passion du client, d'être hyper réactif, d'être toujours sur la brèche comme ça? Comment vous faites ça? Parce que vous savez, si Mohamed, il y a de très très grandes entreprises qui rêveraient d'avoir l'équipe que vous avez. D'accord, marhaba, je vous explique. Là quand vous êtes rentré là, dans mon bureau, quand vous êtes arrivé là, vous avez remarqué que j'étais derrière le comptoir. Ça veut dire chaque client qui rentre, je suis là. Il y a l'équipe, le comptoir en face, mais je suis là, je peux intervenir, je peux orienter, je peux donner un conseil. Et les gens, les clients, ils connaissent. Ils connaissent que tu ne cherches pas uniquement à vendre ton produit. Il y a un sérieux derrière. Et ça aide beaucoup. Il y a du conseil. Il y a des conseils. Moi, je suis tous les détails de l'action. Ça veut dire, je ne sais pas, tous les emails, je les ai lus. Je suis au courant de A à Z. Je ne laisse pas un centimètre qui m'échappe. Mais donc, votre équipe, à force de vous voir faire, elle apprend aussi. Bien sûr, c'est le but. C'est le but que j'étais à côté d'eux, c'est de leur transmettre mon savoir-faire, de leur transmettre comment je gère les trucs. Si jamais je ne suis pas là, ils peuvent faire le travail. D'accord. Alors, on va parler un peu du jeune, ou de l'enfant, si Mohamed, parce que, bon, j'ai regardé un petit peu, certaines informations vous concernant. D'accord. Il est question de champs de betteraves, de figues, de tout ça. Et là, je vois vos yeux qui brillent. Et puis, s'ils continuent à briller, moi aussi, ils vont briller. On va pleurer tous les deux. Parce que, en fait, cette réussite, parce que ces locaux, on sent que ça a été du travail, ça a été des sacrifices, et c'est de la belle fierté, n'est-ce pas? Et vous avez, si Mohamed, c'est honorable ce que vous avez fait, c'est beaucoup d'honneur que vous donnez à vous-même, que vous donnez à votre nom de famille, et vous allez inspirer beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et donc, en fait, il fallait, c'était pas simple. Pour pouvoir payer l'école, fallait aider les parents. Exactement. Et ça a démarré, je crois, à 12 ans. Hein? Exactement. Alors maintenant qu'on a un peu moins les yeux qui brillent tous les deux, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour nous le raconter? Bien sûr, avec un grand plaisir. Donc, quand j'ai le CM2, c'était, je crois, en 1982, il fallait passer au collège. Et le collège était loin de à peu près 7 km et demi.
Et on n'avait pas les moyens de... Vous habitiez où? Dans la région de Khaled, exactement à Sidi Ismaïl, à 7 km et demi de Sidi Ismaïl. Donc, mes parents étaient pauvres, moi je peux pas, il n'y avait pas les moyens de transport, ils ne pouvaient pas m'acheter une bicyclette et tout ça. Et j'aurais dû marcher pour aller au lycée. Pendant 7 kilomètres? Oui. D'accord. Faire le trajet le matin et le soir avec un morceau de pain parmi les livres comme repas de déjeuner. Ça, c'était un peu difficile au début. C'était très difficile. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué chaque matin à faire ces 7 kilomètres? C'est quoi? C'est vos parents? C'est votre maman qui vous disait qu'il fallait travailler? C'est vous? Non, parce que moi, je voyais beaucoup des autres enfants de ma génération qui sont allés au collège. Ils avaient des bicyclettes, et il y en a qui ont loué des chambres au village. Moi, je n'avais pas les moyens, donc je n'avais pas le choix. Donc, j'aurais dû continuer comme ça. Je n'avais pas le choix. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vouliez continuer? Je ne sais pas. Changer cette situation, aller de l'avant, je ne sais pas. Vous aviez un rêve à ce moment-là? Mais bien sûr. Lequel? Un rêve, c'est d'avoir un bon projet un jour. D'accord. D'avoir un bon salaire. Voilà, un bon et de faire en sorte que vos enfants aillent à l'école en voiture. Mais bien sûr. Ou en bus, mais en tout cas pas à pied. Ils aillent en voiture maintenant, ne vous inquiétez pas. Ouais, non, je ne m'inquiète pas du tout. Donc en fait, vous avez passé cette enfance, ce collège, ce lycée. C'était la phase la plus difficile. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu? Parce que vous avez fait des petits boulots, vous pouvez nous en parler? Les petits boulots, je les ai faits pendant les vacances de l'été. Parce que, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? À partir de 12 ans, je commençais à travailler tous les étés. Je dois travailler pour avoir les fournitures scolaires, et un peu de vêtements et tout ça. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Et alors, vous avez fait quoi quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? J'ai fait beaucoup de travail. Moi, j'étais dans les champs de tomates, de récolter les tomates. Les betteraves, c'était les plus difficiles parce qu'il fallait les charger dans des camions à la main. Et c'était très lourd. Et je vendais des figues au bord de la route aussi. Ça nous permet de gagner un petit peu. Et je vendais. Et ce qui m'a, à un moment donné, je me déplaçais vers la ville d'Al Jadida pour continuer mes études. Et à ce moment-là, j'ai découvert un autre business. Ça veut dire, je prends des parapluies, des draps, des foulards, des trucs chez un magasin, et je les vends dans le boulevard. D'accord. Et ça me permet de financer mes études et de trouver de quoi manger, de quoi... Et d'apprendre le commercial, exactement, en fait. Exactement, c'est là où il y avait la piqûre la fibre commerciale, c'est là où... Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme technique? Vous avez appris en vendant des parapluies ou des foulards? J'utilise, je ne sais pas, qu'est-ce que j'utilise. C'est peut-être le contact qu'on a avec... C'est d'avoir le courage d'aller vers le client, de lui poser les questions, de lui discuter avec lui sans aucun complexe. Ça veut dire, c'est ce courage-là, cette volonté-là qui... Et de créer un lien. Voilà, ça crée un lien facilement avec les gens. Ouais, c'est très facile. Ouais. C'est social. Alors là, vous avez fini vos études, donc vous avez eu votre bac, c'est ça? Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai suivi une formation en électronique, et après, à un moment donné, c'était en 93, je me suis déplacé à Mohammedia pour un stage dans une multinationale américaine qui s'appelle Steelcase Travel, elle n'existe plus maintenant. Et cette société avait des filières. Elle avait beaucoup de filières. Il y avait l'électroménager, il y avait la sécurité électronique, il y avait les bureaux, il y avait beaucoup de mobilier de bureau, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai fait ce stage-là. Et ce stage, c'était une filiale américaine gérée par des Français. Alors attendez, je vais vous couper parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Mm-hmm. Comment vous avez réussi à décrocher le stage? Le stage, c'est court. En allant chercher, il y avait un professeur qui a intervenu pour moi pour que je puisse trouver ce... Parce qu'il a vu que vous étiez un bosseur. Voilà, exactement. Et quand on a terminé le stage, ils nous ont même donné une bonne prime et une très bonne note. Je me rappelle très bien, c'était 39 sur 40 que j'ai eu. Et avec une promesse d'embauche quand vous finissez vos études. Une fois les études finies, je me suis retourné vers eux.
Ils m'ont recruté, démarré petit à petit. Avec eux, c'était en octobre de 1994. D'accord. Et ça a duré jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Là, il s'est passé quelque chose en 2005 qui vous a marqué. Ça, c'était notre histoire. Quand je travaillais avec les Français, tout était nickel, clair et tranquille. On travaillait tranquillement. J'étais installateur, responsable de zone. Je travaillais sur Casa. Je suis donné Casablanca. J'avais 160 agences bancaires à maintenir pour les systèmes de sécurité. Et ensuite, je suis parti vers la région de Rabat. Je gérais la région de Rabat, Kénétra et tout ça. Et après, à un moment donné, cette multinationale, ils ont décidé de partir du Maroc. Et avant de partir, ils vendaient leurs filiales. Et notre filiale de sécurité électronique et de coffre-fort a été vendue, a été rachetée par la CDG et par un particulier. Et ce dernier qui va la gérer par la suite. Alors, la première des choses, c'est que nous étions à Mohamedia, on a transféré le siège social à Casa, sans payer aucune indemnité de transport et tout ça. Donc, et en plus, il y avait la fusion entre Attijari Wafa Bank, ça veut dire la banque Attijari et la Wafa Bank. Il y avait la fusion. Ils ont eu le marché à peu près, à l'époque, c'était 540 agences, je me rappelle très bien, qu'il faut les refaire. Et la CDJ les a boostés avec des marchés pour développer la boîte. Donc, il y avait des tonnes de travail. Et sans aucune indemnité, ni de transport, ni rien du tout. On travaillait même samedi et dimanche sans être payé. Je peux vous demander le salaire que vous aviez à ce moment-là ? C'était 4 000 dirhams. D'accord. Vous étiez marié déjà ? Oui, marié. Et je viens d'avoir une fille. Et à un moment, le jour de... Qu'est-ce qui va se passer ? Le gérant de cette société, il m'a eu. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? À un moment donné, j'ai réclamé des augmentations. J'ai réclamé des indemnités de transport de Casa Mohamedia. Il m'a dit, je vais vous faire une augmentation de 500 dirhams. Et les 500 dirhams, je ne sais pas comment vous dire, ça couvre même pas le transport de Casa Mohamedia, l'aller-retour tous les jours. Je l'ai dit, je l'ai sorti comme ça dans une réunion. Je lui ai dit, moi, je cherche, peut-être je vais faire un petit magasin, un truc, pour bricoler parce que j'en ai marre. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous ne payez pas les samedis et dimanches. Vous n'êtes pas. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 34 ans, 35, 34 ans. D'accord. 34 ans. Alors, il m'a dit, je vous encourage de faire votre petit projet. Je peux même vous aider. On a des petits bons de commande qu'on ne peut pas les honorer parce que c'est très petit. Je peux vous les donner. Je peux vous aider. J'ai des contacts, machin. Moi j'ai dit, merci monsieur. Alors j'ai commencé la procédure de création de la société. Avant de même que les sorties des papiers, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais c'est un voleur. Il va nous arnaquer. Il a tourné à 360 degrés. Au lieu de m'aider, il a commencé, attention, il a créé sa société, il veut nous faire ça. Et là, il vous a licencié. Il m'a tendu il vous a tendu un piège. Exactement. D'accord. Et là, il vous a licencié. Non, c'était en phase de licenciement. Moi, j'ai commencé déjà. Les papiers de la société sont sortis. Et je ne sais pas, j'ai raconté ça dans des posts sur LinkedIn. La dernière semaine, parfois le hasard, c'est Qadar Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la dernière semaine, les 3 derniers jours, j'avais une mission sur Araba. La dernière semaine, il y avait une mission à Rabat, c'était une grande agence à Agdel, pour aller rétablir le système de sécurité de cette agence bancaire. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez partir ? Je dis oui, je suis encore en poste, je peux y aller. Et une semaine avant, j'ai reçu un appel téléphonique d'un gars. Il m'a dit, monsieur Bnassim, vous faites les alarmes ? Oui. Moi, j'ai besoin d'un système d'alarme pour un petit local commercial. J'ai dit, d'accord. Alors, je me suis allé dans un cyber. J'ai préparé le devis, que je ne l'ai pas sauvegardé, que je ne me rappelle même pas des prix que j'ai mis dedans. Alors, je l'ai imprimé. J'ai imprimé aussi des fichiers techniques de l'Internet. Je suis allé voir sur Clio. J'ai déposé mon devis. Il a regardé comme ça, il m'a dit, je vous rappelle, on a discuté un petit peu, il m'a dit, je vous rappelle. Et je reviens vers la dernière semaine du travail, je retourne, la mission qu'ils m'ont confiée de maintenir cette agence bancaire à Rabat, je me suis déplacé pour la remise en état du système d'alarme.
À la fin du travail, on fait des tests. Et quand on fait des tests, on avise les clients qui sont dans le comptoir ou les clients. Il se peut, quand un système d'alarme se déclenche dans une agence bancaire, il y a des paniques et tout ça. Alors, on a avisé tout le monde, on a essayé le système et c'était le client que je l'ai déposé le devis la semaine d'avant. C'était lui. C'était lui là-bas. Wow. Il m'a dit, c'est vous êtes là. Passez-moi vers demain. Eh ben, Maktoub, exactement. Alors, le lendemain, j'ai passé le voir. On a discuté un petit peu. Il m'a dit, moi, j'ai pas. Il a essayé de négocier un petit peu les prix, tout ça. Moi, je ne savais pas encore négocier les prix. Et il a essayé de négocier, mais il m'a dit, j'ai pas une seule agence, j'ai 40. Ou bien 50, je me rappelle très bien, je crois, plus que 40, 45 ou quelque chose comme ça. Donc, et j'ai sorti avec le ventre commun. J'étais même pas encore terminé mon travail dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous n'aviez pas encore créé votre entreprise? Non, l'entreprise était créée, mais j'ai pas encore les papiers. Donc, votre premier bon de commande, c'était 50 agences. Exactement. Waouh. 50 agences de transfert. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai dit, alhamdoulilah, Rabbi Kabir, il y a pas. Donc, c'est vrai que quand j'étais poussé pour sortir de cette société, j'ai pas touché d'indemnité de départ, de licenciement. Mais il y avait une autre indemnité qui est très importante qui va m'attendre dans l'avenir. Ouais, en fait, ce que vous n'avez pas eu, il y avait quelque chose qui vous attendait qui était beaucoup plus important. Voilà. Et alors là, vous avez loué un petit garage, c'est ça? Non, j'ai travaillé... Non, vous avez travaillé dans les cyber. Dans les cyber 3 ou 4 mois et après j'ai loué un petit garage. J'ai loué un petit garage et petit à petit, on a commencé le travail démarre petit à petit et après, je crois 2 ans après, j'en ai loué un appart de 110 mètres carrés et après, en 2020, on est dans ce local. D'accord. Oui, mais entre-temps, il y a là, on est dans un local vraiment fantastique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les coulisses de la réussite. Donc, toutes ces années-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Le plus difficile, c'est que quand on vient d'un milieu technique, on ne connaît pas les rouages de négociation, des paiements, de la comptabilité et tout ça. On voulait juste réussir notre chantier, c'est tout ce qu'on sait. Alors, on a eu un gros contrat, mais vraiment un gros contrat de, je crois, 6 millions de dirhams avec un client sur 3 ou 4 ans. Et ce client-là, il nous a fait beaucoup de... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il nous a fait beaucoup c'est pas des magouilles, mais pour ne pas payer à temps. D'accord. Pour retarder les paiements. Donc, nous, on s'enchaînait les chantiers. Lui, il nous retarde le paiement. À chaque fois. Et vous devez payer les fournisseurs. À chaque fois, et ainsi de suite. La première année, la deuxième. Nous, on s'est concentré uniquement sur la réussite de nos installations. La partie administrative, on la maîtrise pas. Donc, on s'est devenu avec le client, il devait nous payer 1,6 million. Et un fournisseur qui nous doit... à qui vous deviez? À qui nous devons 800 000 dirhams. Et pas d'argent? Et pas d'argent. Comment vous avez fait? Ça, c'était la période la plus difficile. Vous avez eu envie d'arrêter? Non, jamais. Mais non, c'est pas. Pourquoi je vais arrêter? Je vais essayer de me battre pour récupérer mon argent et payer mon fournisseur. Comment vous avez fait? Et comment vous avez fait? D'abord, je me suis déplacé vers ce fournisseur. C'était un Français que je le remercie via ce plateau. Je peux citer son nom? Bien sûr. Il s'appelle M. Patrick Chapon. Il m'a beaucoup aidé. Et les gens qui nous aident quand on est dans les difficultés, ça nous touche tellement, n'est-ce pas? C'est Mohamed. On ne peut pas oublier ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi c'est votre nature, mais je pense que c'est aussi pour ça que vous voulez tellement aider, vous aussi, maintenant. Mais bien sûr. N'est-ce pas? On vous a tendu la main. Donc, ce monsieur Chapon, il a accepté de différer le paiement. Si vous continuez à avoir les yeux qui brillent, moi aussi, je vais être avec vous. Hein. Et c'est ça la beauté de ce podcast, c'est qu'on parle vrai et on parle des émotions. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas un costume cravate avec une calculette. C'est toute une vie. C'est plein d'émotions et de souvenirs, n'est-ce pas? Donc, il vous a aidé il vous a dit, ok, pas de problème, je suis avec toi. Voilà. Parce que vous inspirez confiance. J'ai même pas les chèques chez ce fournisseur. J'ai aucune garantie. Kelma, c'est tout. Il a vu que vous étiez un homme de parole et un travailleur. Et ça, entre hommes de parole et femmes de parole et travailleurs, on se reconnaît. Exactement. D'accord.
Elle m'a beaucoup aidé. Quand j'ai touché le premier paiement, c'était ce client finalement m'a donné 410 000 dirhams. Bah, directement, j'ai allé voir le fournisseur. Je lui ai dit, voilà, je te vous donne un chèque de 400 000 dirhams. Il m'a dit non. Combien il vous a donné ton client? Il m'a dit, il m'a donné 410 000. Il m'a dit non, vous me donnez uniquement 200 000 pour le moment. Et je vous laisse les 200 000 pour tourner un petit peu la boîte et tout ça. Quel beau geste. Ouais, ouais. Voilà. Et après, j'étais payé au bout de 12 ans. 2 ans. 12 ans. Waouh. Waouh. Vous avez retravaillé avec ce client? Non, jamais. Qu'est-ce qui est d'après vous le plus difficile, si Mohamed? Est-ce que c'est atteindre la réussite ou se maintenir, gérer la croissance parce que moi, je ne me considère pas que j'ai réussi. Parce que le but de créer Vigie Sécurité, c'est pas avoir une fortune. C'est uniquement avoir un auto-emploi. D'accord. Parce que j'ai travaillé dans une boîte pendant 12 ans et j'étais presque trahi. J'étais trahi. Donc, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre parce que j'ai plus confiance en... Vous voulez être votre propre patron. Voilà, je voulais être un auto-emploi. Si j'arrive à trouver un emploi qui me fait vivre, ça me suffisait. D'accord. Jusqu'à maintenant, ça vous suffit ou vous avez des objectifs différents? Non, ça me suffit, mais alhamdoulilah, quand tu as cette notion, ça veut dire que tu veux travailler uniquement, l'essentiel c'est l'auto-emploi, et tu travailles avec, et s'il y a des bénéfices qui viennent derrière, c'est avec un grand plaisir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais comment... Parce que j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient, en fait, une des choses les plus difficiles qu'on ait eues, c'est de gérer la croissance, c'est-à-dire de gérer l'augmentation du chiffre d'affaires. Parce qu'il faut plus investir, il faut plus recruter. Pour vous, non? Non, j'avais pas... Parce que moi, j'ai jamais appris à gérer une entreprise dans une école. C'est sur le tas que j'ai Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles, quand tu commences à avoir des rentrées d'argent, il ne faut pas les gaspiller. Il ne faut pas aller chercher une voiture de luxe, aller chercher un appartement, machin, les voyages, les restaurants, ça c'est niette. Vous prenez de quoi survivre et vous laissez le reste dans la boîte pour que un jour la société avoir des reins solides. Vous voyez ce que je veux dire? Réinvestir. Pour réinvestir, c'est le secret. Jusqu'à ce jour-là, j'ai 51 ans et je suis encore dans un appartement de location. Je n'ai pas encore de maison. Mais je peux acheter si je veux 4 villas si je veux. Mais l'essentiel, c'est que pour avancer, il faut jamais, quand tu rentres l'argent, il ne faut jamais la bouffer directement. Et c'est vrai que parfois on voit des personnes qui vont acheter, comme vous l'avez dit, des grosses voitures, qui vont investir dans leur entreprise, dans des locaux alors qu'ils ne reçoivent pas les clients, qui vont dépenser des sommes folles pour faire des sites web, des machins, alors que vraiment ce n'est pas nécessaire. Exactement. Et qui en fait se retrouvent avec un fonds de roulement de 3 mois à peine. Et c'est souvent la cause, parce qu'il y a beaucoup de startups qui échouent, et c'est souvent la cause numéro 1, c'est le manque d'argent. Et donc vous, dès le départ, vous êtes dit, moi, tout ce que je gagne, je le réinvestis, exactement. Et j'ai jamais touché un centime de crédit à ce jour-là, à l'instant dont je vous parle. Jamais pris... Pas un centime. Pas de crédit. Pas de crédit, même pas une facilité, rien. Alhamdoulilah, le compte de Vigie Sécurité, depuis la création, il n'a jamais été débiteur. Jamais. Waouh. Dites-moi si Mohamed, la réussite finalement, c'est la liberté? C'est la réussite. Moi, je me considère que je n'ai pas réussi. J'ai juste trouvé mon emploi. D'accord. Alors, est-ce que vous dites que, vu ce que vous avez accompli, aujourd'hui, vous vous sentez plus libre qu'avant? Oui, bien sûr. Cette liberté, elle est importante pour vous? Oui, elle est importante dans le sens où, pour méditer à développer des trucs, à avoir d'autres business, à changer de direction de la société. Parce que la société, au début, on était installateur. Et après, à un moment donné, on a changé la direction vers la distribution. Et ce virage-là n'était pas facile. De changer d'un installateur pour devenir distributeur. On a rapporté un produit qui était vulgarisé par la suite, que sont les caméras de surveillance. Donc, c'est une décision de les arrêter définitivement en fin 2014. Donc, c'est la liberté de décider. Voilà, la liberté de décider, exactement. Mais quel est le prix pour ça? Parce qu'on a l'habitude de dire, je veux être mon propre patron, je veux plus... Mais on est quand même...
on a quand même les mains liées. Il y a aussi un prix à payer pour être entrepreneur. C'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est que tu travailles, tu n'as pas d'horaire de travail, tu n'as pas de vacances, tu n'as rien. Il se peut que, parce qu'avant, j'avais le bureau à côté de la maison, même pas 10 mètres. Il se peut que je me rappelle un truc et je descends au bureau en minuit pour envoyer un email ou un truc, ou je sais pas moi, consulter une facture, ou je sais pas quoi. Donc c'est le travail. Le travail. Alors, ça tombe bien parce que c'est une question qu'on pose souvent aux femmes et moi j'aime bien la poser aux hommes. Comment vous faites justement cet équilibre entre le travail et la vie privée, parce que vous êtes papa de 3 enfants, mari, vous êtes fils, frère, etc. Comment vous faites ça? Est-ce qu'il y a un équilibre? Vous le trouvez ou il n'y en a pas? C'est pas facile, c'est pas facile de trouver un équilibre, mais on fait avec. Donc on applique aussi des parents à soutenir, des parents à entretenir aussi. Et on a des frères aussi, on a toute une famille, donc c'est pas facile, mais on fait avec. Quand on est entrepreneur, quand tu travailles, tu ne te sens pas que vous êtes en train de travailler. Quand tu travailles avec un plaisir, tu ne me considères pas que tu travailles. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est naturel. C'est naturel. Tu viens au bureau un dimanche, tranquille, ce n'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Alors, c'est quoi la leçon la plus importante, si Mohamed, que vous ayez apprise et qui vous aide encore aujourd'hui? Chez Haja, que vous gardez toujours en tête, ou là, attention à ça, ou là, je ferai toujours ça, ou je ne ferai plus jamais ça. Quelle est la leçon La leçon, il faut être honnête. Il faut être honnête avec tout le monde, avec tous les parties. Les parties fournisseurs, les collaborateurs, les clients. Si vous arrivez à être honnête avec ces gens-là, vous pouvez avancer tranquillement. Parce que maintenant, les gens, beaucoup de sociétés ne respectent pas leurs collaborateurs, par exemple. Ils ne respectent pas leurs fournisseurs, ne respectent pas leurs clients. Et là, c'est pas permis chez nous ici. C'est indiscutable. Alors aujourd'hui, vous avez 51 ans, si Mohamed. Si vous aviez su, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? J'aurais dû commencer un peu avant, si je savais su ça. Si je savais qu'il y avait des opportunités, qu'on allait avancer, qu'on allait réussir, j'aurais dû commencer un petit peu avant. Ça serait mieux. Mais comme on dit. La face cachée de la Lune, il fait à peu près moins 150, moins 250 degrés. Donc c'est celle qu'on ne voit pas. Voilà. Et sur la face éclairée, il fait plus 150 degrés. D'accord. Et donc l'analogie que j'utilise, c'est que la face cachée, c'est toutes les erreurs qu'on fait, etc. Voilà. Et la face éclairée, c'est ce qu'on voit. C'est ce que les gens postent souvent sur les réseaux sociaux, avec des belles photos, des filtres, alors qu'en réalité la photo elle n'est pas si belle que ça. Ils vont poster des photos de team building où tout le monde sourit mais jamais une autre photo, etc. Alors pour vous, est-ce que réussir c'est ne jamais échouer, ou bien réussir c'est apprendre à échouer? Ça, tu peux échouer dans quelques étapes, il n'y a pas de problème, mais... Vous aimez échouer ou vous n'aimez pas? J'ai l'impression que vous n'aimez pas ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas, je vais le dire en arabe, c'est tawfiq min Allah. C'est pas que vous êtes malin, que vous avez pu atteindre ça. C'est la réussite, c'est un truc divin, ça vient de Dieu. C'est tawfiq min Allah. Tu as la bonne foi, tu as la bonne volonté, et le bon Dieu, il est juste. Donc, tu as la bonne foi, tu as la bonne volonté, il va t'aider. Sinon, il n'est pas juste. Et comment vous réagissez quand, par exemple, vous n'avez pas décroché un bon de commande? On a de compte à rendre à personne. Si on ne décroche pas un bon de commande, où est le problème? Vous vous découragez? Non, pas du tout. Non. Pourquoi on va décourager? Si on décroche pas ce bon de commande, on va chercher d'autres bons de commande. Il y en a plein. Et comment vous faites pour vous motiver? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi, je veux plus de patron ». Mais après, on doit se motiver, je vous vois faire des grands yeux, on doit se motiver soi-même, on n'a pas de patron dessus de nous pour nous dire vas-y fais ci, fais ça, se fixer des objectifs. Moi, l'équipe elle est là, vous pouvez quand on va terminer cette interview, vous pouvez aller les voir et les poser la question. Non, on n'a pas de patron.
Pas de patron en Vigie Sécurité. On est une famille, on travaille ensemble. Pas de patron. J'aime pas ce mot-là. J'ai même interdit de la prononcer au sein de l'entreprise. Non, pas de patron. On est tous une famille, on travaille. Et quand les gens ils sont que tu es avec eux, ils produisent mieux, ils t'aident mieux, ils sont avec toi, avec leur cœur. Donc, ça c'est. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vu quand on crée une entreprise et on était salarié pendant des années. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, si tu as en face des collaborateurs qui sont des humains, s'ils détectent que tu les protèges, que tu les aides, que tu les pousses, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce qu'on est une famille, ils vont vous aider eux aussi à avancer. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Alors, quel est le conseil que vous donneriez au Mohamed de 14 ans? Vous lui donneriez quoi comme conseil à Mohamed de 14 ans? J'aurais dû apprendre l'anglais. Speak English. Yes, parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre l'anglais. J'ai lu des livres en français pour améliorer mon vocabulaire en français. J'aime beaucoup le français. Mais quand on crée une entreprise, quand tu dois faire des déplacements à l'international, quand tu es dans des salons, il n'y a que l'anglais, madame. Et ben, l'anglais, je ne maîtrise pas l'anglais. Je pratique un petit peu l'anglais, mais j'aurais dû la maîtriser mieux. D'accord. Et c'est un objectif que vous allez... Peut-être, oui. Prochaine interview, on va la faire en anglais. Alors, est-ce que vous avez un entrepreneur qui est un vrai exemple pour vous, que vous admirez, ou un business model que vous admirez? J'ai déjà cité mon ex-fournisseur qui s'appelle Patrick Champon. Et c'était lui mon idole, comme on dirait. D'accord. Pourquoi? Parce que lui, il a su bâtir une entreprise de zéro et il fait à peu près 90 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Vous pouvez rappeler le nom de l'entreprise de M. Champon? Ça s'appelle Etaka. Etaka. Oui, il est parti maintenant, je crois qu'il a vendu maintenant, il est à la retraite. D'accord. Il est à la retraite maintenant. D'accord. Et ça, c'était un vrai exemple pour moi. Il était sérieux, il était correct. Il m'a beaucoup aidé pour cette question avec ce client qui est mauvais payeur et tout ça. Ça, je n'oublierai jamais ça. Ouais. Donc, c'était l'exemple. Surtout le sérieux, la personnalité, l'allure et tout ça. Le sérieux et aussi le cœur. Exactement. Ouais. Exactement. D'accord. Alors, si vous pouviez vous adresser aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, des personnes qui sont en train de nous écouter et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quels sont les conseils que vous allez leur donner? Parce que je sais que vous voulez vraiment aider ces bien personnes. sûr. Allez-y, donnez-leur les conseils. Le micro est à vous. Le premier conseil, c'est quand on veut créer une entreprise, moi, à mon avis, il faut apprendre un métier. Il faut avoir un peu d'expérience. Parce que quand tu viens dans une entreprise et tu n'as pas d'expérience, tu peux facilement buter dans le mur. Hein. Donc, il vaut mieux avoir une petite expérience avant de se lancer. D'accord. Ça, c'est très important pour moi. Okay. Et quand on se lance... Il faut de l'argent? Il faut y croire. Non, il ne faut pas de l'argent. Moi, j'ai démarré avec zéro. Mais j'avais un métier. Donc il faut de la volonté aussi. C'est beaucoup de persévérance. Si vous n'avez pas de volonté, donc et vous devez aussi être patient, parce qu'il y a des gens qui veulent créer une entreprise et gagner de l'argent tout de suite. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas vrai. Ça fait à la fin de ce mois-ci, on aura 17 ans de Vigie Sécurité. Elle aura son 17e anniversaire. Et je vous cache pas, je vous dirai un secret, c'est que 3 fois que j'ai pris des dividendes pendant les 17 années. Donc, ça, c'est très important pour avancer. Parce que moi j'ai des principes avec les crédits, tout ça, je ne touche pas des crédits. Donc, il faut toujours investir, il faut toujours l'argent que tu gagnes, la réinvestir, comme ça tu peux avancer. Et il faut un réseau? Ah oui, le réseau, ça se crée. Le réseau, ça ne tombe pas du ciel. Le réseau. Moi, j'ai créé mon réseau avec une tactique très, très simple. Je vais vous la dévoiler ici. Là où aujourd'hui, je reçois Madame Yasmina. Donc, si je la reçois bien, si je la traite bien,
si j'étais honnête avec elle, si j'étais à l'heure avec elle. Donc, elle va avoir une bonne image de Monsieur X, de Monsieur Benes, par exemple. Et cette image-là, cette opération-là, je la répète avec tous les clients. Chaque client qui est là, il doit être bien servi, il doit être bien formé sur le produit, jamais ne raconter des histoires pour le client. Si vous avez la marchandise, on l'a. Si on l'a pas, on l'a pas. Si on va le livrer à tel jour, on va le livrer à tel jour. Si on va faire ça, on va faire cette formation. Si on va faire cette intervention, il faut respecter les engagements. Et comme ça, je vais dire par exemple, tu vas traiter par exemple avec 5 ou 6 personnes par mois qui seront vraiment heureux de collaborer avec vous. Bon, 5 personnes par mois, au bout de l'année, ça fait 60. Au bout de 10 ans, ça fait 600. Au bout de 15 ans, ça fait 900. Et ces 900-là, ils vont parler au minimum à 2, 3, 4 personnes. Tu as facilement 6000 clients. Donc c'est ça ma tactique. Et je te jure, à ce jour-là, chaque client, on doit le respecter, on doit le conseiller. Et si on n'a pas... Imagine, je vais vous raconter, ça me vient en tête. Il y avait un jour, j'ai reçu un appel. Il y avait un client qui demandait une centrale de détection incendie particulière. Et cette centrale, on ne l'a pas, nous, dans notre gamme. Il a posé les questions, moi j'ai détecté quelle marque il voulait. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez, je crois que c'est la marque telle, vous voulez pour le marché le marché. Il m'a dit exactement. Je lui ai indiqué le fournisseur qui la vendait. Et ça lui a impressionné parce que je lui ai indiqué mon concurrent. Il est allé chez le concurrent, il a racheté la centrale, il a pu terminer son chantier, il n'a pas oublié le geste. 15 jours après, il me rappelle, il me dit, est-ce que je peux acheter juste quelques pièces de chez vous? Et je lui ai donné les pièces. Et ainsi de suite. Maintenant, il est le client numéro 2 à VG Sécurité. Et en termes de gestion, quels seraient les conseils que vous pourriez donner Il faut être ponctuel, il faut être à jour, il faut traiter les paiements, il faut payer les gens. Si tu as des fournisseurs, il faut les payer à temps. Moi, par exemple, mes fournisseurs, je les paye même avant les échéances. Il y avait un fournisseur, les Bulgares là, avec lesquels je travaille, ils peuvent me donner 500 000 euros sans aucun papier, madame. Tranquille comme ça, ils me font confiance énorme. Et est-ce qu'il faut dépenser son argent? En fait, on a l'habitude de dire que la première économie, c'est dans les dépenses qu'on fait. Quels sont les conseils que vous pourriez donner en termes de dépenses? Comment on dépense Comment on dépense ce qu'on gagne dans une entreprise? Dans quoi on investit? Dans quoi on ne doit pas dépenser? Quand on démarre de zéro et quand on grandit comme ça. Les outils de travail. N'importe quel outil de travail, moi je ne fais pas de calcul pour financer. Parce que les outils de travail, parce que ces outils-là, ça te permet de gagner de l'argent, ça te permet de générer des chiffres. Donc il faut pas minimiser les coûts dans les outils de travail. Que ce soit un PC, que ce soit un salarié, que ce soit un prime, que ce soit, je sais pas moi, que ce soit un téléphone, que ce soit une voiture, que ce soit une caisse à outils, que ce soit un PC, que ce soit les outils de travail, je discute même pas les prix. Je les achète, même une grosse quantité. Je ne sais pas, moi, j'ai besoin de 4 appareils de mesure, j'achète 10. Comme ça, je suis tranquille. Et ça, c'est très important. Donc, il faut investir. Les outils de travail, c'est très important pour moi. Et le reste? Quel reste? Là où il ne faut pas, en fait, dépenser son argent? Dans la frime. Il faut pas aller dans les hôtels et faire des voyages et tout ça et laisser les fournisseurs. Je connais des gens qui ont fait faillite à cause de ça. Ils gagnent une affaire, ils touchent l'argent, il prend l'avion et il voyage. Et il laisse ses fournisseurs qui ne sont pas payés. Ça, c'est la mort directe. Alors, quel est l'objet qui symbolise votre réussite? Est-ce qu'il y a un objet pour vous, quelque chose ou un moment qui vraiment représente votre réussite pour vous? On est 10 personnes à VG Sécurité, on a des locaux à 540 mètres carrés. C'est vos locaux qui symbolisent la réussite? C'est pas le local, c'est plutôt mon stock qui symbolise la réussite. Parce que j'ai beaucoup d'argent en stock, donc c'est important ça. C'est votre stock. Voilà. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin. Les messages que vous avez envie de passer, ou que vous avez peut-être quelque chose... Le
message que je voulais faire passer, c'est il faut croire. Il faut croire en nos capacités et on peut y arriver un jour. Ça dépend pas uniquement il y a des gens qui se cachent derrière le financement, les relations, le réseau et tout ça. Personnellement, je crois pas à ça. Si tu travailles bien, si tu es honnête, tu peux arriver. Mais il faut vraiment travailler parce que les gens, et il faut jamais à un moment, il y avait des moments de doute, des craintes et tout ça. Il faut pas lâcher. Il faut s'accrocher, il faut travailler et tu y arriveras. Et une dernière chose, si Mohamed, ce que je ressens beaucoup de vous, c'est qu'il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup d'envie d'aider. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous voulez aider Oui. J'ai vu des posts sur LinkedIn où vous aidez. Vous pouvez raconter ça? Par exemple, je vais vous dire qu'il y a des clients qui viennent chez nous. Et ils disent, moi je veux acheter tel système ou tel système, est-ce que ça coûte combien là, une formation chez vous? Mais pourquoi on doit vous payer une formation, monsieur? Nos formations, toutes nos formations sont gratuites. Et d'ailleurs, on a aménagé cette salle spécialement pour les formations et gratuite. Aucune formation n'est payante chez nous. Donc c'est très important. Et les gens, les gens, ils pensent qu'ils doivent payer pour être formés sur un produit. Nous, on a ce savoir-faire, on voulait le transmettre. En les formant, c'est une façon indirecte de vendre nos produits. Donc pourquoi je vais demander parce que les autres, il y a d'autres concurrents qui demandent d'être payés pour former les gens. Non, on forme les gens et ça c'est très connu sur le marché pour notre société. Et aider les gens, il y a un mot en anglais, tiens, on dit souvent le give back. Redonner, renvoyer la balle. Ouais, renvoyer la balle. C'est quelque chose qui est important pour vous. Je sais que vous êtes quelqu'un de très discret à ce sujet, mais quand même, votre message à vous, c'est de dire aider les autres. Oui, mais si tu aides les autres, il y a deux autres qui vont t'aider. Si quelqu'un nous a aidés, pourquoi on n'aide pas les autres? Pourquoi je vois pas. C'est une générosité du cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un plaisir d'aider les autres. Parce que quand tu aides les autres, c'est un plaisir pour soi d'abord. C'est très important. Donc, on aimerait bien aider les autres, mais juste qu'ils soient corrects. Parce qu'il y a des gens qui demandent de l'aide, mais ils ne sont pas... Voilà. Et par exemple, ils demandent une échéance pour le paiement. Et tu vois qu'il est dans une situation, tu vas dire, je vais l'aider, ce monsieur-là, il est dans une situation grave. Et après, il ne te paye plus. Tu te réponds m'appeler. Ça, c'est un peu... Il faut être clairvoyant. Voilà. D'accord. Ça, c'est un peu désolant. Et dans la sphère privée, vous voulez aussi aider des jeunes à يوقفوا على رجلهم. Mais bien sûr. Vous pouvez juste en parler un petit peu? يوقفوا على رجلهم, je ne sais pas comment vous aider. Par des cahiers, par l'école, mais par des moyens de transport. Oui. Vous avez une idée d'entreprise qui va sponsoriser Vous voudriez que les entreprises sponsorisent des voitures pour aider les... Je ne voulais pas parler de ça dans cette interview. Ah non, on n'en parle pas. Non, mais on travaille des choses dans les coulisses. J'espère qu'on va aboutir à quelque chose de concret. D'accord. Mais on est dedans. D'accord. Et on n'en parle pas. Non, on ne parle pas parce que c'est pas encore. Bon, vous nous direz alors, hein, parce qu'en fait, il faut suivre sur LinkedIn Si Mohamed Benassem parce que vous allez avoir une source d'inspiration, de modestie, de joie de vivre, de gentillesse et de marqoul, de sérieux. Voilà, je vous remercie infiniment, Si Mohamed. Merci beaucoup. On va visiter le fameux stock là. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, chaque réussite a son propre ADN et celui de Mohamed Benassem est riche en expérience, résilience, courage et travail. Ce petit garçon qui vendait des figues sur la route portait de lourds sacs de betteraves pour payer ses études. Cet homme à qui un autre a tendu la main un jour où il était en grande difficulté. Ces déceptions aussi ont forgé le caractère d'un homme à la réussite qui pourra inspirer beaucoup d'entre nous, je l'espère. Après une visite des locaux et du fameux stock, je quitte Vigie Sécurité en repensant au regard plein d'émotions de Mohamed Benassem et en l'imaginant, ignorant son beau bureau pour rejoindre celui de l'accueil
et conseiller et satisfaire ses clients. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez envoyer un commentaire ou une question à Mohamed, vous pouvez le faire sur Apple Podcast. Et puis, pour recevoir les prochaines interviews, abonnez-vous au podcast 27 tout simplement.